What would you have changed? Oh, just not gone into the career. Really? Yeah, I feel like if I hadn't become a singer, I'd probably have a happier family unit. Plus qu'une simple chanteuse, elle a été l'héroïne de milliers de femmes. Ses mots ont résonné. Et en racontant son histoire, selon ses propres mots, elle a sauvé des vies. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit dans la rue. Très souvent encore, 20 ans après, les gens l'arrêtent dans la rue en lui disant « Écoutez, cette chanson de vous a sauvé ma vie ». D'ailleurs, à l'époque, quand Jamelia révèle au public qu'elle vient à la télévision, elle est toute jolie, elle est toute belle, elle est toute apprêtée, elle chante, elle rigole et qu'elle rentre chez elle pour se faire frapper par son mec, ça a été un scandale en Angleterre, ça a choqué tout le monde. I was 16 and he was 25. The relationship was abusive. He would beat me up all the time. The last time he beat me up was when I had my daughter. A couple of days after I had her, she was a newborn baby and he hit me while I had her in my arms. So I kind of escaped in the middle of the night. Le choc était d'autant plus probant que nous sommes à Birmingham, en Angleterre, et il y a une petite fille de 15 ans qui enregistre des démos dans sa chambre. Elle aime la musique, mais elle n'aime pas non plus la musique de façon exceptionnelle. Elle aime bien chanter et elle rêve de devenir chanteuse comme d'autres rêvent de devenir princesse. C'est-à-dire que c'est un rêve qu'elle se dit totalement inatteignable. Elle fait des démos parce qu'elle voit Alia chanter, elle voit Brandy chanter, elle se dit pourquoi pas moi, mais elle n'imagine pas un seul instant devenir chanteuse dans sa vie. C'est vraiment des trucs qu'elle fait comme ça à la volée. Et un jour comme ça, lors d'une session de karaoké, elle va chanter a cappella plusieurs chansons qu'elle avait enregistrées dans sa démo. Et là, grand hasard de la vie, il y avait un mec de Capitol Records, gros label, qui la regarde, il se dit il y a quelque chose à faire avec elle. Et chose encore totalement exceptionnelle, le lendemain, il l'a fait venir avec sa mère. Jamelia a 15 ans, alors que, qu'on se remette dans le contexte, la veille, elle enregistrait des chansons, elle était au karaoké. Elle se disait, pourquoi pas. Le lendemain, conte de fait, Capitol l'a fait venir et il la signe sur le champ. Il n'y a pas de débat et tout. Elle est signée le lendemain de la session de karaoké et à partir de là, elle est préparée à devenir une superstar. Nous sommes dans les années 90, vous vous rappelez que dans les années 90, on ne te prend pas pour devenir une star du jour au lendemain. On voit le potentiel et on te prépare. Ce qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui, à savoir le développement des artistes. C'est pour ça que aujourd'hui vous avez des chansons qui sont vraiment mauvaises et vous avez des artistes qui n'évoluent jamais. Et pourquoi ils n'évoluent jamais? Parce que l'industrie les prend en mode tu as eu un tube sur TikTok, on exploite ton tube et on te jette. Tu as un public sur les réseaux sociaux, on te prend, en fait, on donne ce que ton public veut, on se fait de l'argent et on s'arrête là. À l'époque, il y avait une vision sur le long terme. On voyait ton potentiel et on se disait qu'est-ce que ça peut donner dans 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est pour ça qu'on prend Jamelia à 15 ans, on la signe et elle commence donc à préparer son premier album. Ça prend des années, 1 an, 2 ans, des cours de danse, cours de chant. On renforce plus ou moins tous ces éléments et à partir de 99, on lance le premier single qui va s'appeler So High. Clairement, Jamelia est lancée comme la version R&B de ses idoles américaines, à savoir Brandy, Monica. Elles ont quasiment le même âge. À l'époque, en Angleterre, on a déjà eu les succès de Sholahama, de Eternal, et ils estiment pouvoir avoir cette espèce de mélange entre la jolie danseuse et la jolie chanteuse. Sauf que dès que So High ne marche pas, alors que ça fait quasiment 3 ans qu'ils ont préparé Jamelia, Capitol a des doutes. Il commence à hésiter, à se dire pourquoi, comment, et c'est donc là que Jamelia, elle n'hésite pas. Elle veut devenir une superstar, donc elle cogne à la porte d'un autre label qui s'appelle Parlophone. C'est l'un des plus gros labels anglais et elle leur dit, même s'ils n'ont pas beaucoup d'artistes R&B, ce qui va compter beaucoup plus tard dans sa carrière, les gars, le R&B ça marche, je suis la valeur sûre du R&B anglais, signez-moi. Parlophone, qui a vraiment pas beaucoup d'artistes R&B, décide de signer Jamelia. Shut up and take my money. Le premier single va s'appeler I Do et on retrouve vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup à 702 avec des harmonies qui sont clairement inspirées de l'album Never Say Never. Sur le second single, elle fait venir Beenie Man, qui est un gros nom de l'époque. Franchement, pour elle, c'est un gros duo. C'est vraiment pas une petite affaire d'avoir Beenie Man tout de suite après sur le second single qui va s'appeler Money. Et les 2 singles commencent à la faire cartonner. Elle commence à avoir de vrais succès en Angleterre. Et elle enchaîne avec le 3e single qui est ma chanson peut-être préférée d'elle qui s'appelle Call Me.
Le clip est super funky, elle est super sexy, super jolie. Elle te sort des petites adlibs là sur la fin. Et il y a quelque chose qui se passe autour de Jamelia, qui devient donc le nom du R&B en Angleterre. Son album s'appelle Drama. Il y a une image un peu dark comme ça. Elle est pas super sexy, mais elle incarne quelque chose d'assez différent sur la scène, notamment R&B anglaise, dans le même temps que Craig David est en train de cartonner. Elle est dans un son plus inspiré des États-Unis. Et là, elle a son premier disque d'or, donc les choses sont censées plutôt bien se passer. Le conte de fées continue, la route vers la superstar mania. Elle commence à faire la une de certains tabloïds et il commence à avoir un intérêt sur sa vie privée. L'intérêt sur sa vie privée est tellement grand qu'un jour, elle se lève et elle voit que tous les magazines anglais ont titré sur elle. Et là, elle est choquée. Elle se dit que sa vie est détruite parce que les magazines anglais annoncent, avant qu'elle ait annoncé à sa propre famille, qu'elle est enceinte. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible, en fait? Il y a forcément une top autour de moi, donc elle devient folle, elle devient parano. Elle se dit, mais comment est-ce que ça a pu se passer? Parce que elle sait qu'elle est enceinte. Elle a fait 2-3 rendez-vous et elle a fait en sorte que personne autour d'elle ou très peu de gens ne sachent parce qu'elle a peur de dire au label, nous sommes en 2001, je suis enceinte parce que son album vient de cartonner. Si elle est enceinte, c'est la fin pour elle. À l'époque, le label te jette directement parce qu'ils se disent que bon, ça ne sert plus à rien. Vous vous rappelez de dire que tu es unfuckable, c'est-à-dire que imbaisable pour le label et pour eux, une chanteuse de R&B doit inspirer ça. Donc en fait, elle a un vrai ascenseur émotionnel à ce moment-là où les magazines anglais annoncent sa grossesse autour d'elle avant elle-même. Mieux encore, même sa famille n'était pas au courant. Donc ça crée des tensions. Toujours est-il que le label l'appelle pour lui dire que oui, on a appris la nouvelle, mais tu peux compter sur nous, il n'y a pas de souci. Reviens quand tu es prête, on est toujours derrière toi. Ça veut dire que Parlophone croit en elle et ils mettent les moyens pour qu'elle enregistre ce second album, qu'elle commence à peaufiner. L'enfant arrive et la relation, justement, que Jamelia a avec l'homme, le père de sa fille, est extrêmement tumultueuse. Très souvent, comme malheureusement beaucoup de femmes, elle est victime de violences. Violences verbales, physiques, à répétition. Ça devient son quotidien, justement, de vivre ce genre de violence. He would beat me up all the time. The last time he beat me up was when I had my daughter. A couple of days after I had her, she was a newborn baby and he hit me while I had her in my arms. Et dans le même temps, vu qu'elle est une star, elle est encore obligée de faire la promo, d'aller à la télé. Et il y a cette dichotomie dans sa vie. Le côté où, effectivement, les gens l'admirent, les gens la trouvent géniale, joyeuse, sexy. Quand moi je regarde le clip de Call Me, je me dis, putain, mais quelle 8e merveille du monde. Mais au fond d'elle, elle souffre, c'est une femme blessée. Et un jour, après un appel téléphonique tumultueux avec lui, elle se dit que il faut que je mette fin à ce chapitre-là. Et pour mettre fin à ce chapitre-là, elle est en studio, il y a une instru, et en 20 minutes, elle écrit ces mots, les combats, ces nuits. J'ai essayé de faire comme si ça ne me faisait pas mal. La manière dont j'ai prié qu'un jour tu m'aimerais vraiment. Complètement. Tu frappes, tu craches, tu m'arraches à chaque fois un peu de moi. Tu voles, tu casses. Tu es froid, tu es une belle plaisanterie pour moi. Pour toutes les fois où je me suis assise en pleurant, pour toutes les milliers de façons dont tu m'as blessé, je veux te dire ceci, merci. Au moment où elle écrit cette chanson, c'est un exutoire. Et en plus, bon, le label lui donne carte libre pour sélectionner les chansons autour de l'album. Alors, ils veulent certains singles, mais globalement, elle a le choix de décider ce qui va être dans son album ou ce qui ne sera pas dans son album. Elle a une direction artistique plutôt libre. C'est pour ça donc que quand l'enregistrement de l'album se termine, elle décide que l'album va porter le nom de la chanson. La fameuse chanson qui s'appelle donc Thank You. Merci. L'enregistrement de l'album Thank You se termine, les gars du label arrivent, ils écoutent les chansons, ils lui disent « Ah, on aime beaucoup Thank You, mais la chanson vraiment qui va cartonner dans les clubs, le truc de ouf, c'est l'aboutissement de ta vie, ça s'appelle Superstar. » Superstar, en réalité, c'est une reprise. Mais la version de Jamelia est beaucoup plus funky, beaucoup plus sexy. Elle incarne vraiment le truc et c'est vraiment l'aboutissement de ce pourquoi elle a travaillé depuis ses 15 ans. Donc du coup, ils se disent Superstar, c'est à la fois pop, c'est à la fois R&B, on tient notre gros hit. Donc du coup, ce sera ça le lancement de l'album et ils y vont avec et c'est un carton exceptionnel. J'imagine que beaucoup d'entre vous qui avez cliqué sur cette vidéo, c'est comme ça que vous avez découvert Jamelia parce que autant le premier album marche en Angleterre, autant Superstar devient un tube quasiment mondial. Je crois que l'un des seuls endroits où il marche pas, justement, c'est les États-Unis. Mais autrement, tout le monde va commencer à danser dans le monde entier sur l'aboutissement de Jamelia. Elle sait pas ce que c'est, mais ça lui donne envie d'être une superstar.
Elle devient très rapidement la star du R&B en Angleterre. Et elle enchaîne les lives par-ci par-là et elle s'en sort plutôt bien en live pour l'époque. Elle est en France, en Allemagne, en Italie. Il y a toute une superstar mania qui ouvre l'extension de l'album. Vous connaissez le titre, Thank You. Parce que Thank You, c'est la chanson qui lui tient à cœur. C'est la chanson qui raconte sa vie. Et elle y tient parce que après que Superstar ait marché, elle dit au label, il faut qu'on pousse Thank You. Le label est un peu hésitant. Et finalement, il décide de dire oui. Et Thank You sera donc le second single de l'album. La chanson, elle raconte ses blessures. C'est un très beau succès pour elle. Après Superstar, c'est pas le même genre de succès, mais justement, c'est une chanson qui touche beaucoup plus les cœurs. C'est moins une chanson pour les clubs, c'est une chanson qui raconte une histoire de vie et donc, du coup, beaucoup de femmes vont se sentir touchées par ça. Des associations féministes vont reprendre la chanson. En France, vu que Jamelia venait de cartonner avec Superstar, on va faire venir Singela sur la version qui va passer en radio. Que tu sois avec un homme qui prenne soin de toi. D'ailleurs, lui-même Singela, à la fin de la chanson, glisse un message important. Il dit que un homme ne doit jamais frapper sur une femme. Un homme ne doit jamais lever la main sur une femme. Tout le discours de Singela, c'est justement de dire, il faut laisser ce mec-là. Viens vers moi parce que je vais te rassurer, parce que je serai un bon homme pour toi. C'est d'ailleurs très marrant de la part de Singela. Ma meuf, elle me saoulait. Il fallait que j'aille voir ailleurs. Mais toujours est-il que c'est très intéressant. Jamelia, c'est très intéressant parce que ça va vous paraître bizarre que je le dise comme ça, mais c'est vrai. Une femme noire, dark skin comme Jamelia, en général, c'est des Américaines qui réussissent à prendre d'assaut comme ça, parce que voilà, elles ont des machines et tout et tout. C'est rare que ce soit dans la zone R&B une Anglaise qui le fait. Et surtout au niveau de succès qu'elle va avoir, parce que Thank You fait quasiment 600 000 ventes, c'est exceptionnel pour une chanteuse de R&B en Angleterre. Je crois que depuis qu'elle a réussi à faire ça en solo, j'ai jamais vu une chanteuse de R&B pop dans son créneau le faire, c'est-à-dire que elle devient la chanteuse la plus écoutée en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est-à-dire que ça devient un vrai phénomène autour d'elle. Chris Martin de Coldplay écrit une chanson avec elle qui va s'appeler See It in the Boy's Eyes, qui sera l'autre single de l'album, parce qu'ils sont aussi signés sur le même label. Faut bien comprendre, Parlophone, c'est un label pop-rock de base. Donc du coup, ils commencent à avoir un gros succès avec une chanteuse R&B, et ils se disent donc, on a les Coldplay là, tu veux travailler avec eux? Elle dit, bah oui, je veux travailler avec eux. Donc du coup, elle fait un single avec eux. Dans l'album, il y a une autre chanson avec Radiga qui va s'appeler About It, qui sera un autre single qui va être moins mis en avant. Et surtout après ça, elle va faire la bande originale du film Bridget Jones avec la balade Stop, où elle montre aussi que je sais chanter, donc je suis dans l'émotion, la balade pour les foyers et tout. Et à ce moment-là, on commence à penser que Jamelia va aller aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des conversations pour qu'elle aille aux États-Unis. Quand Brandy vient en Angleterre pour les Mobo Awards, elle est avec Jamelia. On commence à penser que est-ce que Brandy va faire un remix de certaines chansons de son album pour faire la promo de Aphrodisiaque avec Jamelia. Jamelia elle-même va s'installer pendant plusieurs mois à Los Angeles et elle commence à travailler avec Jan Warren pour l'album d'après. Donc du coup, il y a toute une euphorie de savoir, vu que elle vient de faire un succès exceptionnel, est-ce qu'elle va pas aller conquérir les fameuses terres américaines? Pharrell parle d'elle en interview en disant oui, moi je suis intéressé par travailler avec Jamelia. Donc il y a une vraie euphorie autour de Jamelia et de son troisième album qui arrive assez rapidement parce qu'en 2006, nous sommes 2 ans après le succès de Thank You. Elle arrive et elle va surprendre tout le monde parce que du coup Jamelia a fait une transition pop rock légère, mais on l'entend. Le premier single de son album s'appelle Something About You et on entend des guitares pop beaucoup plus rock et tout dans la structure de la chanson. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait dans la même période de Jojo sur Too Little Too Late. Mais il faut comprendre que ça déboussole une grosse partie de son public. C'est une grosse partie de son public qui attendait Jamelia sur les terres du R&B qu'elle avait construit là. Elle vient de faire quasiment 2 millions en Europe seulement. Donc c'est ouf. Et là, elle fait un virement pop rock, machin. Donc du coup, c'est accueilli assez tièdement, même si les chiffres sont pas mauvais. Sur le second single, c'est une chanson qui s'appelle Beware of the Dog. Et là d'ailleurs, je vais vous mettre des extraits. Je vais voir si vous êtes bon musicalement. Putain, j'espère que YouTube va pas me couper. C'est pour ça que je fais moins de vidéos musicales, c'est parce qu'à chaque fois, je suis démonétisé. Trop relou, trop relou. Deuxième extrait. Troisième extrait peut-être. Est-ce que vous savez quelle est la chanson dont ça s'inspire?
Parce que normalement, si vous avez une bonne oreille, vous avez juste capté tout de suite. La structure, c'est Rihanna SOS. En fait, quand vous écoutez bien, ils ont repris l'idée de Rihanna SOS avec une guitare beaucoup plus rock, avec un sample plus rock. Mais en fait, la structure, c'est vraiment SOS de Rihanna. Alors, les singles vont pas trop mal s'en sortir dans les charts, mais de façon logique, voilà, vous comprenez tout de suite, parce que les fans de Jamila de la première heure vont avoir plus de mal à aller acheter le produit Walk With Me, qui était très différent de ce qu'elle avait conçu sur Thank You. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? La réponse, je vous l'ai donnée depuis le début. Parlophone, c'est un label très pop. Ils ont fait l'erreur, et elle va le reconnaître plus tard, de se dire que dès qu'elle est devenue un gros truc R&B, en fait, il faut la diriger vers la pop, vu que la pop rock, ça marche beaucoup mieux, et que c'est un truc sur lequel ils sont installés. Malheureusement, en fait, Jamila, malgré tout, c'était quand même un instrument super R&B pop. Donc, le fait d'avoir voulu la décaler comme ça de façon brutale, l'album s'est beaucoup moins bien vendu. Elle-même, elle a dit que l'album, elle le trouvait super inégal. Le dernier single s'appelait No More. Beaucoup plus R&B, mais il est arrivé beaucoup plus tard. Et à partir de là, Jamelia a totalement disparu des radars. Elle a rompu son contrat avec Parlophone. Elle a annoncé un 4e album disant qu'elle revenait sur cette ère et que c'était un album R&B, sachant ce que son public voulait. Mais à partir de là, on n'a plus jamais entendu Jamelia. Elle n'a plus jamais sorti de chanson. L'histoire s'est arrêtée là, avec un merci, au revoir. Mais c'est parce que ce n'est pas la vraie histoire. Tout était vrai ou presque. L'histoire derrière l'histoire. Jamelia, c'est une Jamaican baby. On se dira ça comme ça parce qu'elle a 2 parents d'origine jamaïcaine. Elle grandit à Birmingham, en Angleterre. Il y a une chose assez banale et en même temps un peu particulière dans sa vie à elle, c'est que ses parents sont divorcés. Enfin, plus précisément, elle va jamais voir ses parents ensemble. Ce que peut-être que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ou beaucoup de gens auxquels vous allez envoyer cette vidéo, ou beaucoup de gens qui sont en train de liker, commenter et partager cette vidéo, en fait, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette situation-là, de savoir que vous avez 2 parents qui se sont aimés, mais qu'au final, vous avez jamais vu s'aimer ensemble. Vous êtes arrivés, mais vous avez jamais connu l'amour de vos parents. Et donc, du coup, Jamelia vit ça. Elle vit ce truc où, effectivement, son père, c'est un monsieur qui, souvent, va en prison, ressort de prison, ils sont dans la culture Rastafari, mais elle n'a pas accès à son père facilement. Alors l'enfance est heureuse, sa mère se bat parce que c'est sa mère qui s'occupe principalement d'elle, mais ça crée déjà une sorte de déséquilibre. C'est-à-dire que chaque fois que Jamelia voit son père, il y a le côté de la rareté. Elle se dit, je veux que papa m'aime, je veux que papa soit là plus souvent, et donc du coup elle développe ce truc où en fait elle veut que son père soit plus présent, et pour que son père soit plus présent, elle doit être exceptionnelle. Mieux encore, le rapport devient de plus en plus, on dira, malicieux, voire un tout petit peu toxique pour elle. C'est que, en fait, le père, il a d'autres copines, et à un moment donné de sa vie, quand elle a 8-9 ans, il se trouve que son père vit à 500 mètres de chez elle. Et elle a souvent l'occasion d'aller rendre visite à son père qui est à 500 mètres de chez elle, de rigoler avec son père et tout. Dans cette maison-là, la dame qui vit avec son père a 2 filles. Et quand elle va là-bas, elle se rend compte que les 2 filles-là appellent son père papa. Mais il y a un piège dans le fait que les 2 filles appellent son père papa. C'est qu'elle se dit, merde. Ça veut dire que elles ont l'occasion de dire à mon père papa tout le temps. Elles ont un père à domicile tout le temps. Et ça la laisse un peu bizarre. C'est pas que son enfance est malheureuse, c'est qu'elle se dit, bon, comment je peux faire pour que moi aussi j'ai un père à domicile tout le temps. Donc du coup, ce qu'elle s'imagine, c'est qu'elle doit être encore meilleure. Donc chaque fois qu'elle va là-bas avec les meilleures notes, tout. Elle veut montrer à son père que papa, regarde comment je suis la meilleure fille de la classe. Voilà. Des fois, elle garde ses notes pendant des mois et des mois comme ça. Dès qu'elle va voir son père, elle va dire, regarde quand je suis bonne, reste avec moi papa. Sauf que, vous le comprenez, le papa, il reste pas. C'est une imagination que l'enfant se crée. I am a child who got to see so many people being loved and just spent so much of my time wondering what that feels like. Cette situation aussi crée quelque chose de très particulier avec la mère. C'est-à-dire que la mère qui donne tout l'amour du monde à sa fille est aussi un peu frustrée. Elle est frustrée parce qu'elle se dit, regarde tout ce que moi je fais pour toi, et toi t'es toujours à la recherche de l'amour de ce monsieur-là. Donc il y a un petit truc électrique qui se crée, et effectivement c'est dans ce cocon-là que Jamelia se crée. Jamelia qui, encore une fois, aime la musique, aime chanter. Il y a un truc très intéressant dans sa voix, c'est qu'elle a ce truc qui peut être très R&B, et en même temps, elle peut pas passer facilement. Donc du coup, elle avait vraiment un truc assez parfait pour l'univers anglais, à savoir, je peux manger sur le R&B, en même temps, je peux être grand public sans trop être soul ou alors gospel.
Et c'est dans ça que Jamel a grandi. Et au moment donc justement où elle signe le contrat avec la maison de disques, quand elle a 16 ans, aussi bizarre que ce soit, ses rapports vont se tendre de tous les côtés. Le premier rapport, c'est avec sa mère. Sa mère qui déjà estimait que bon, Jamel n'était pas... C'est une enfance heureuse, mais sa mère estime en sous-texte que Jamel n'avait pas forcément tout à fait reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Mais le second problème qui s'oppose très rapidement, c'est que Jamelia est une fille et devient, au moment où elle signe avec le label, pendant qu'on est en train de faire le développement de l'artiste, la personne qui rapporte le plus dans la maison. Oui, pourquoi? Parce que le label paye, en fait. Chaque mois, le label paye Jamelia pour continuer à faire ses cours de danse et tout. Et donc, du coup, Jamelia devient, en fait, la boss de la maison. Sauf que sa mère voit ça d'un très bon œil. Mais en même temps, il y a un côté où, j'ai travaillé toute ma vie, la petite, d'un coup, comme ça, vient me devancer. Et quand elle raconte ça, elle dit, j'ai une enfance très heureuse. Mais en même temps, à ce moment précis, je commence à voir que, les rapports se tendent avec ma mère et que je ne peux pas m'exprimer exactement comme je voudrais m'exprimer parce que on est moins dans un rapport de mère-enfant petit à petit. Pas parce que elle ne m'aime pas, mais parce que finalement, ça crée une sorte de tension en sous-texte dans l'univers de la maison. Rajouter à ça le fait que, je ne peux pas avoir mon père, je commence à me sentir un peu seule. C'est pour ça que finalement, je me tourne vers quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi parce que c'est le troisième point. Elle se fait groom. Elle se met en relation avec un monsieur qui a 10 ans de plus qu'elle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, elle a 16 ans. Et donc, du coup, c'est cet homme-là qui l'a abusée. Elle estime qu'elle n'était pas mentalement prête à être avec un homme aussi vieux et que finalement, il va faire d'elle ce qu'il voulait. Et le fait qu'il fasse d'elle ce qu'il veut est, selon elle, directement lié au fait qu'à ce moment précis, elle a une sorte de liberté qui lui est donnée par le fait qu'elle a l'argent du label. Ça réduit un peu l'impact familial. Mais les choses continuent et progressivement, elle cartonne. Et c'est donc dans cette période où elle cartonne qu'elle commence désormais à être abusée physiquement. Elle raconte d'ailleurs que dans le clip de Call Me que j'adore, en fait, elle est frappée par cet homme-là avant le début du clip et que finalement, elle a tellement l'habitude d'encaisser qu'elle se dit, ok, dès que le clip commence, elle joue sa partition, elle y va. Mais au fond d'elle, elle souffre. Et la question que je vais vous poser, parce que je sais que vous êtes très bon, maintenant que je vous ai raconté tous ces éléments-là et qu'on se refait l'histoire avec le sous-texte, quelle est la vraie recherche de Jamelia? Parce que oui, il y a bien quelque chose qu'elle cherche en faisant tout ce qu'elle fait là. Elle cherche, aussi banal que ce soit, l'amour. I think even my career, the reason I, worked so hard, not necessarily to be famous, but to excel at whatever it is I was doing, is because it's literally like, look, Dad, look at me, look what I can do. Right. Literally, and I feel like I've spent 20 years doing that. Et là, je vois certains se disent, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que je nous raconte, Stevie? Elle était l'égérie de Reebok, elle s'est fait des millions de dollars, elle a gagné énormément d'argent, et elle le dit d'ailleurs, elle-même, elle dit qu'elle a gagné énormément d'argent, qu'elle a eu beaucoup d'argent dans la période de son succès, et c'est très normal parce que elle est devenue une vraie figure. Alors, ça n'a pas duré énormément de temps, mais pendant 5-6 ans, elle a engrainé beaucoup d'argent. Et pourtant, et là, je sais que certains vont me dire, oui, ok, qu'elle nous donne son compte en banque, oui. Mais en fait, c'est plus simple que ça, si je peux me permettre. La petite Jamelia a grandi avec ses blessures d'enfance. Cette recherche est perdue de ce que c'était que l'amour. Et la musique, en fait, pour elle, est devenue, quand nous l'avons connue, le fait de se dire que, on peut m'aimer. Donc, du coup, elle a performé. C'est-à-dire qu'elle a performé, elle a fait la même chose que elle faisait pour son père. Sauf que nous, on l'a plutôt bien reçu, non? Au début. On a kiffé les singles, voilà. Mais le sous-texte de sa carrière musicale, c'est que elle a toujours pas trouvé cet amour-là au fond d'elle parce que, au début, elle est frappée par le gars, elle sort l'album Thank You qui marche très bien, qui est un succès exceptionnel, mais au moment précis où elle sort l'album Thank You et où tout marche bien pour elle, sa famille se disloque encore plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses deux frères, elle a deux frères, vont en prison. Je sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs, à l'époque, ça faisait beaucoup parler. Elle a deux frères qui vont en prison, dont un qui est un assassin, un meurtrier. Et au début, elle est totalement choquée parce qu'elle avait pris une maison spéciale pour sa mère et les frères. Elle s'était dit, je les mets dans une maison, ils seront bien à l'aise, on change de quartier et tout. Ce qu'elle avait pas prévu, c'est que elle aura changé d'univers, mais les frères ont continué à retourner, vendre, voilà, et tout. Donc au final, ses frères étaient de vrais petits gangsters. Problématique, c'est que c'est devenu public, donc ça a rajouté aux tensions dans la famille. Et d'ailleurs, elle dit à plusieurs reprises dans des interviews, elle dit, ce qui était le plus fou pour moi, c'est que
Au début, je pensais qu'ils étaient innocents. Finalement, je me suis rendu compte qu'ils étaient coupables. Ça a été un gros choc pour moi parce que moi, je cartonne partout. Mon frère est meurtrier. I actually have a brother in prison who is doing 18 years for committing murder. Mais en plus, le fait que tout le monde en parle, tout le monde parle du frère de Jamila et tout, qu'on suive sa mère dans la rue et tout, ça en rajoute aux tensions familiales. Et il y a un truc dont on a parlé au début de la vidéo que vous avez peut-être ignoré, c'est que je vous ai dit au début que sa première grossesse, en fait, la presse l'a annoncé avant tout le monde. Et vous vous êtes pas demandé, parce que vous suivez pas bien les vidéos, mais comment ils ont fait pour savoir? Je vous ai dit que oui, tout le monde a su, sauf qu'elle savait pas comment ça s'était passé. Et en fait, pour les événements de sa famille, ça se passait exactement pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça leak dans la presse et elle sait pas pourquoi, qui a dit. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne? Elle devient parano. Elle-même, elle coupe les points avec plein de gens et tout. Au point, à la fin, elle explique elle-même qu'elle se retrouve totalement seule parce qu'elle se dit à chaque fois, mais comment est-ce que c'est possible que la presse sache à chaque fois tout ce que je fais? Ce n'est qu'en 2016, c'est-à-dire 10 ans après, qu'elle va savoir que c'était du phone jacking. C'était une pratique très célèbre de la presse anglaise, à savoir que son téléphone était hacké. Il lisait ses SMS et tout, et en fait, c'est pour ça qu'ils pouvaient savoir qu'elle était enceinte, qu'ils annonçaient tout ce qui lui arrivait avant elle-même. Sauf que, dans le climat dans lequel elle était déjà hyper tensionnée, ça a fait en sorte que ça renforce une sorte de solitude, et ça coupe les liens créés avec plusieurs membres de sa famille. Elle va se marier à l'époque avec un mari footballeur célèbre en Angleterre qui va la tromper à plusieurs reprises ouvertement. Et d'ailleurs, elle explique que il la trompe, ça fait scandale, c'est dans tous les tabloïds. Pour essayer de faire amende honorable, il se marie. Et quand il se marie, il la retrompe et donc du coup, c'est pour ça qu'elle quitte la relation. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est fort dans l'histoire de Jamelia, c'est que elle explique toujours que c'est la recherche de l'amour. C'est-à-dire que pour elle, et c'est d'ailleurs pour ça que sa carrière se termine comme ça, elle aurait pu essayer de revenir, ressortir des chansons. Non. En fait, dans sa psychologie, et c'est une histoire qu'elle raconte depuis des années, c'était le fait que, moi, je cherchais l'amour, le public m'a donné beaucoup d'amour, mais en fait, ça a été les pires années de ma vie de façon personnelle, au point où aujourd'hui, elle explique d'ailleurs que même si elle aime ses parents, elle a décidé de les éloigner de sa vie, parce que la manière, la dynamique dans laquelle elle a été élevée, même si quand elle était un enfant, c'était une enfance heureuse pour elle, ça a créé des traumas qu'en fait, elle n'arrive toujours pas à régler. Et d'ailleurs, justement, quand je faisais cette vidéo, je suis tombé sur un podcast récent d'elle, et ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est ouf. Dès les premières minutes du podcast, elle dit, ouais, d'ailleurs, en arrivant ici, je regardais un film et tout. Et je me suis demandé dans le film comment ça faisait d'être aimé comme cette femme-là. Cet homme-là aimait cette femme-là comme j'aurais aimé être aimé. Je me suis dit, merde, son père lui a vraiment fait quelque chose. I feel like in the past I've been that desperate for love, that desperate again to know what it feels like, and it's unfortunate, but like I still to this day, like even on my way here when I came on the plane, I watched this movie, and like there was this man, and he was just so in love with this woman. I was like, oh my gosh, like I'd love to know what that feels like. Elle dit même à plusieurs reprises dans le podcast, I'm a sucker for love. Je suis un pigeon pour l'amour. Moi, je suis à fond. Je donne tout pour l'amour. I feel like if I hadn't become a singer, I'd probably have a happier family unit. Et c'est là que vous comprenez qu'elle a jamais cessé d'être la petite fille. En fait, la fameuse petite fille là, qui attendait que son père revienne avec les bonnes notes. En fait, c'est toujours Jamelia aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle a 4 enfants. Et voilà, elle a 44 ans, mais elle est toujours dans cet état d'esprit-là, malgré les thérapies, malgré tout ce qu'elle a pu faire, malgré le fait qu'elle se soit éloignée d'eux. Et elle est toujours dans cet état d'esprit de se dire que si je suis parfaite, je pourrais être aimée. D'ailleurs, elle explique que son dernier mariage, en fait, c'était parce que elle était face à un homme qui supportait mal d'être le mari de la maison et qu'il voulait qu'elle rentre à la maison pour que lui puisse prendre un job. Sauf que comme elle gagne beaucoup d'argent, elle est présentatrice télé, elle fait plein de petits jobs à côté, en fait, elle trouvait ça illogique que lui aille prendre l'argent dehors et qu'elle baisse son niveau de vie. Donc finalement, la relation s'est gâchée à cause de ça. Mais elle a même dit une phrase qui m'a frappé et qui en fait résume sa carrière. Elle a dit, j'ai passé toute ma vie à me dire, dis-moi comment tu veux que je sois pour que tu m'aimes et je serai cette personne-là. Et en fait, c'est la manifestation de ce qu'elle a fait dans la musique. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, ah, vous voulez que je sois cette personne-là? Je serai ça. Quand elle s'est rendue compte que ça lui a fait plus de mal que de bien, elle est partie, elle est plus jamais revenue. Mais en soi, même si elle a aimé être chanteuse, ça a jamais été le but principal de sa vie. Le but principal de sa vie, c'est limite un trauma, mais c'est de trouver l'amour inconditionnel, celui-là qui va rester jusqu'au bout et qui va l'aimer pour ce qu'elle est elle-même. Jem, comme ses proches l'appellent, et pas Jamelia, la superstar. Like in all of my relationships, I've always tried to be what I thought the person I'm with wants me to be.
I've always been someone who morphs into, like, you tell me what you want and that's who I'll be. You tell me, how I need to be, how I need to look, how I need to act, and that's who I'm going to be, because I feel like in the past I've been that desperate for love. Moi, j'aime beaucoup Jamelia en termes de personnalité. Elle a une personnalité adorable. Elle s'élève très souvent. C'est une des seules femmes qui s'élève très souvent contre le racisme en Angleterre. Elle a fait plusieurs émissions de télé. Et elle a des prises d'opposition qui sont souvent assez fortes. Mais j'ai aussi beaucoup de respect pour souvent ce genre de parcours. Je sais que c'est un mot de tout réussi. Mais j'aime bien vous parler de ce genre de parcours. Maya, Jamelia, Nivea, parce que effectivement, même si elles n'ont pas tout réussi, elles nous montrent des aspects beaucoup plus humains de l'industrie. C'est-à-dire que Jamil a dit par exemple que au moment où on veut l'envoyer signer aux États-Unis, on lui dit il y a pas mal de chanteuses qui sont aussi sur la liste, et on lui cite une autre chanteuse qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et on lui dit ce que la chanteuse là serait prête à faire, notamment avoir du 7e ciel avec certains hommes. Pour elle, ça lui semble totalement elle ne répond pas. Mais en gros, elle explique que pour pouvoir signer avec certains producteurs américains que elle admire, en fait, il fallait passer par la case canapé et que ça ne l'intéressait pas. Elle a finalement fait des choix qui sont plus sains pour sa vie à elle, parce que finalement sa carrière musicale pour elle n'est pas le summum de son bonheur. Et même si pour nous ça peut paraître bizarre, c'est aussi à respecter, parce que c'est un parcours de vie. Je dis souvent que tout le monde n'est pas Michael Jackson ou Beyoncé, parce que par exemple Beyoncé, c'est un écosystème, voilà, c'est des rencontres, c'est aussi le fait que voilà, elle tombe sur le bon homme. Quand je dis bon homme, c'est pour elle, c'est-à-dire qu'elle tombe sur un homme qui va rester avec elle pendant 20 ans au même moment. Peut-être que si elle est tombée sur un gros connard, elle serait pas Beyoncé, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je pense que ce genre de parcours sont peut-être parfois plus humains. Je pense que ce qu'elle exprime, par exemple, par rapport à la relation entre son père et sa mère, et la relation bizarre, tendue qu'on peut avoir quand tu es enfant de parents divorcés, que son schéma mental, c'est qu'il faut plaire pour être aimé. On peut pas l'aimer d'elle-même, donc du coup, elle a passé toute sa vie à essayer d'être mieux pour qu'on l'aime, parce que c'est comme ça qu'elle a essayé de faire avec son père, et que ça lui est resté toute sa vie, et que jusqu'aujourd'hui, même si elle sait que son père l'aime, mais en fait, elle a toujours cet état d'esprit de se dire que, en fait, dis-moi comment tu veux que je sois et je serai. Tu vois, oui, c'est ouf quand même que ça marque autant, et je pense que beaucoup de gens, en vérité, qui vont peut-être tomber sur cette vidéo ou pas, vont la comprendre. Je ne dis pas que vous allez accepter le fait qu'elle vous ait lu sortir de musique, mais je pense que vous allez peut-être tous la comprendre en se disant que elle a des traumas qui sont restés ancrés en elle, et c'est peut-être logique que finalement elle ait trouvé son bonheur au-delà de l'industrie musicale, même si en fait ça a fait partie de sa vie à un certain moment. Ah oui, et les papas ou les futurs papas qui me regardaient, on est en famille, je peux vous dire les choses, allez chercher vos enfants. Même si la mère a fait je sais pas trop quoi, même si la mère c'est Dracula, même si la mère c'est la résurrection de Satan sur terre, quand vous faisiez c'était bien d'aller chercher vos enfants. Ce que je vais vous dire par là, c'est que les gars, regardez comment Jamelia est belle. Regardez comment elle est magnifique. On est d'accord que c'est une très belle femme. Même à 44 ans aujourd'hui, elle est très très belle. Ça a créé chez elle un traumatisme qui vous dit, et c'est quand même flippant, qu'elle abandonne sa carrière. Vous allez me dire, oui, mais elle ne serait pas devenue une superstar, ou elle aurait pas pu continuer et tout. Mais le plus fort, c'est qu'elle abandonne. C'est qu'elle se dise, je laisse tomber, parce que je ne trouve pas l'amour rassurant que j'aurais aimé avoir depuis toute petite. Mieux encore, elle vous dit, en fait, chaque fois que j'ai une relation, je disais à la personne, dis-moi qui tu veux que je sois. Et je devenais cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la petite fille qui faisait en sorte que son père l'aime, les meilleures notes, la meilleure chanteuse, la meilleure danseuse, là, en fait, elle est restée cette même petite fille-là jusque dans sa relation sentimentale, alors qu'elle est magnifique. C'est-à-dire que le traumatisme de Daddy Issues est extrêmement profond, et c'est pour ça que même si elle a pas une grosse carrière, je pense que sa vie ressemble beaucoup plus à des femmes normales, notamment dans les familles noires parfois. C'est-à-dire que je pense que Jamelia est beaucoup plus proche de votre cousine ou votre sœur que Alicia Keys, par exemple, si ce n'est que pour citer ça. Et il y a aussi, en sous-texte, le mommy issues chez elle. C'est-à-dire que je pense que la relation avec sa mère, qu'elle essaie de protéger, parce qu'elle dit à chaque fois, quand je vais parler de ma mère, elle va s'énerver et tout, est intéressante, parce que dans le deuxième cas, on a vu qu'il y a une espèce de petite tension naissante à cause de une sorte de mini jalousie qui s'installe. Mais elle a dit quelque chose dans la dernière interview qui m'a choqué. C'est qu'elle a dit, et ça, c'est encore, pour moi, en tout cas, beaucoup de mamans qui font ce genre de choses. Je tape sur tout le monde, comme ça, vous n'allez pas dire que, voilà, quoi. Comme Jamelia, elle est née, elle dit, ma carrière et tout, c'était bien et tout, mais comme mes frères étaient des criminels, et notamment l'un qui a été condamné à 18 ans de prison pour avoir tué quelqu'un, je m'en suis beaucoup voulu parce que leur nom était dans les magazines, et il y a des articles publiés sur eux. Et quand ils allaient sortir de prison, ma famille m'a beaucoup reproché le fait que quand ils vont sortir de prison et qu'ils vont devoir se réinsérer dans la société, écoutez-moi bien, en fait, ce sera de ma faute qu'ils aient pas la vie qu'ils méritent d'avoir, alors que moi j'ai choisi d'être une star. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont réussi à lui faire? Ils ont réussi à inverser la valeur des choses en lui disant que, oui, mais comme toi t'as réussi, en fait la réussite que tu as, c'est aussi un peu coupable, vu que finalement tes frères, quand ils vont sortir de prison, et ça, je pense que ça c'est la mère. Je pense que c'est la mère qui
en protégeant les garçons, parce qu'elle dit déjà que la mère traitait les garçons différemment d'elle, ben en fait, a fait passer à sa fille le petit message de que bon, finalement, oui, tu as réussi, mais finalement, est-ce que ça ne pénalise pas tes frères et sœurs? Et que finalement, sa famille a créé un traumatisme dans sa carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'elle raconte depuis 10 ans. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, et je comprends pourquoi elle l'a fait, elle dit que finalement, elle a coupé les ponts avec ses parents et qu'elle n'attend plus rien d'eux. Mais elle cherche toujours le grand amour et j'espère d'ailleurs qu'elle va le trouver. What would you have changed? Oh, just not gone into the career. Really? Yeah, just I feel like if I hadn't become a singer, I'd probably have a happier family unit. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur la carrière de Jamelia. Bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de son parcours, de son histoire de vie, de comment la dynamique parentale a pu impacter sur elle. Elle doit avoir une mère jamaïcaine vraiment sévère. Vous voyez, les mamans qui ont tout donné pour leurs enfants et qui ont donné beaucoup d'amour et qui, du coup, peuvent très mal prendre les reproches en disant « Mais ton père a fait quoi ?» Justement, sauf qu'elles oublient souvent, et c'est ça qui est marrant, que c'est toi qui as choisi le père. Donc, du coup, ton père a fait quoi? Mais c'est toi qui as choisi le père. Donc, si tu as choisi un père incapable, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle commence à avoir l'argent, ça amène des relations compliquées. Donc en fait, c'est une carrière qui, même si elle a eu du succès, parce que finalement elle a 10 ans de succès, elle a pas de gros flop, Jamelia. Elle n'en a pas de, voilà, elle a eu un peu une baisse sur le 3e, mais pas de gros flop. Mais en fait, elle a été plus difficile personnellement. Et c'est pour ça donc qu'elle s'est éloignée des micros, même si elle reste présentatrice et qu'elle fait plein d'autres choses en Angleterre. Bref. Dites-moi quelles sont vos chansons préférées d'elle. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours, de cette recherche éperdue de l'amour qu'elle a encore aujourd'hui à 44 ans, du fait qu'elle se dise qu'elle est sucker for love, qu'elle est prête à tout pour trouver cet amour inconditionnel. Quelle est votre chanson préférée d'elle? Est-ce que c'est Superstar? Est-ce que c'est Thank You qui a inspiré beaucoup de femmes qui ont été des femmes battues? D'ailleurs, elle explique que justement Thank You, c'est sa plus grande fierté parce que c'est une chanson qui parle vraiment, alors que Superstar et certaines autres, c'est plus des chansons pour danser, alors que Thank You, ça parle au cœur des femmes et que c'est vraiment un truc qui la touche beaucoup parce que c'est son histoire aussi. Est-ce que vous auriez voulu qu'elle perce aux États-Unis? Elle a refusé de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour elle? Qu'est-ce que vous pensez de cette Jamelia de 9 ans et de cette Jamelia d'aujourd'hui? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez chercher vos enfants, rassurez-les, aimez-les. Imaginez votre enfant, c'est la future Sabrina Carpenter, le futur Chris Brown, et à cause des daddy, mamie issues, il abandonne sa carrière. Non. Ne nous privez pas des talents. Faites vos devoirs et très bonne journée à vous.